Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Bienvenue dans notre émission sur IDFM Radio 98 FM. J'ai le plaisir de vous inviter aujourd'hui et d'inviter aujourd'hui plusieurs thérapeutes qui vont se présenter à nous et également de présenter un nouveau centre de thérapie et de coaching à Enghien-les-Bains, puisque nous sommes à Enghien. Et c'est important pour le public anguinois et de la région de savoir qu'il y a ce nouveau centre. Alors, on va commencer par Caroline. Caroline Bismuth, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et Caroline, tu es sophrologue. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu voilà, pourquoi tu es devenue sophrologue et ce que tu fais, c'est quoi ta spécialité? Et on va, comme ça, présenter un peu toutes les personnes qui sont ici et puis après rentrer dans les détails des pratiques de chacun. Ok. Alors, je me présente. Donc, je suis Caroline Bismuth, je suis sophrologue. En fait, je pratique la sophrologie depuis plus de 30 ans maintenant, puisque j'ai pratiqué la sophrologie depuis l'âge de mes 15 ans. J'ai commencé à la pratiquer quand j'ai fait du tennis dans une équipe sportive féminine. Et mon coach m'a demandé de pratiquer avec mes collègues des séances de sophrologie pour qu'on soit à notre max pour les matchs. Après, ça a continué quand j'ai fait du théâtre, d'improvisation. On commençait toujours par une séance de relaxation empruntée à des exercices de sophrologie. Puis, quand je suis tombée enceinte, on m'a proposé des séances de sophrologie pour me préparer à mon accouchement. Et donc, ça va faire 35 ans que je pratique la sophrologie. Donc, je pense que je l'ai transmise après, intuitivement, et j'ai voulu m'y former. Donc, la sophrologie, ça fait partie de moi. J'ai envie quand même de, juste avant de me présenter un peu plus par rapport à ma spécialité, redonner une définition de la sophrologie parce que je trouve que c'est un peu nébuleux et donc on a besoin d'un petit peu d'avoir des petites précisions, en tout cas de faire en sorte qu'on comprenne un peu mieux ce qu'est la sophrologie. Donc c'est une méthode qui est psychocorporelle et qui favorise en fait un équilibre entre le corps, le mental et les émotions, ce qui nous permet de mieux gérer notre stress et de retrouver son potentiel. Et donc, c'est vraiment par la pratique de différents exercices, comme les exercices de relaxation dynamique, de visualisation positive, empruntés à l'hypnose, les exercices de respiration, que le patient, en fait, acquiert des réflexes de détente qu'il va utiliser dans son quotidien et il va s'engager à répéter ces exercices dans son quotidien, chaque semaine, pour ancrer en lui vraiment ses réflexes de détente. Et cette sophrologie, elle a de nombreux champs d'application, comme tu sais, Shlomi, que ce soit au niveau de la gestion du stress, du sommeil, des douleurs chroniques, de la respiration, de la confiance, l'estime, la concentration, l'amélioration de notre vie, de notre quotidien. On utilise ces exercices et c'est très intéressant. On l'utilise aussi pour tout ce qui est préparation à un événement, permis de conduire, accouchement, performance théâtrale, sportive, prise de parole en public, examen. On accompagne aussi beaucoup les personnes qui ont des maladies chroniques, fibromyalgie, cancer. Maintenant, la sophrologie, elle aide à supporter les traitements et elle fait partie des soins de support et elle est reconnue depuis le dernier plan cancer du ministère de la Santé en 2015. C'est un soin de soutien. Le cancérologue est obligé de parler de la sophrologie quand il annonce à son patient qu'il a un cancer. On consulte aussi les sophrologues pour des problèmes de phobie, et là on travaille en collaboration avec un psychologue, et on utilise aussi beaucoup la sophrologie en entreprise pour aider les salariés à gérer leur stress et à les préparer dans leur entretien annuel, donc prise de parole en public. Ok, c'est super, Caroline, très bien. Je me permets de t'interrompre pour pouvoir un peu entamer un dialogue avec toi, parce que et également avec les autres. Quand tu décris tout ça, on peut se poser la question, on est 2 hypnothérapeutes ici, avec Xavier qui va être présenté également, et aussi des psychologues. En fait, quelle est la différence parce qu'on traite exactement les mêmes symptômes, les mêmes causes. C'est juste la différence de méthode qui est utilisée, c'est ça? Écoute, il y a des choses qui sont similaires, puisque tu sais que la sophrologie, c'est une méthode mixte. C'est-à-dire qu'en fait, Caicedo, quand il a fait sa méthode, il a pris un peu d'hypnose, tout ce qui est visualisation positive. Il a pris un peu du yoga, tout ce qui est respiration. Il a pris aussi des techniques de relaxation. Mais j'ai envie de te dire qu'on pourrait
travailler en collaboration. C'est-à-dire que toi, ce que tu fais en séance, c'est une chose, et moi, ce que j'apporte en transmettant des outils, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'entre des séances, les patients ou les clients, selon le mot qu'on utilise, peuvent vraiment utiliser ces exercices aussi de sophrologie. Ça peut être en complémentarité. C'est ça qui est intéressant. Exactement, très bien. Ce que je te propose de faire maintenant, c'est qu'on va passer la parole à un autre thérapeute et on revient après sur chacun, sur toi, sur les spécialités que tu fais, sur d'autres choses. Et comme ça, on peut continuer avec les différentes personnes qui sont invitées aujourd'hui. Je fais aussi partie des invités, donc je me présenterai aussi après, mais les auditeurs me connaissent déjà depuis quelques temps que l'émission existe. Alors, on va passer à Amel. Donc, Amel, tu es énergéticienne, mais je vais te laisser, toi, te présenter et définir un peu quel est ton métier, ce que tu fais exactement et ce que tu proposes comme thérapie. Bonjour à tous. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Amel B. Je suis thérapeute énergéticienne. Donc, concrètement, moi, ma carrière, elle vient plutôt d'une carrière dans l'administration. J'ai été assistante de direction pendant plus de 17 ans. J'ai eu un événement personnel qui m'a amené à faire un travail sur moi. Et puis, par ce biais-là, en fait, j'ai découvert que j'avais des dons et des compétences. Des souvenirs me sont remontés, en fait, à revoir ma grand-mère qui faisait des soins à des personnes qui venaient les voir pour des problématiques différentes. Et donc, concrètement, au début, cette particularité faisait que ça me dépassait. Je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Donc, je me suis rapprochée de thérapeutes qui étaient déjà installés depuis un moment, qui m'ont expliqué concrètement comment ça fonctionnait. Et puis, une fois que j'ai compris comment tout ça se passait, je me suis dit, écoute, si tu as ce don-là, c'est pour le mettre en pratique et aider les autres. Donc, dans un premier temps, ça s'est passé par le du bouche à oreille. Et puis, petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas me professionnaliser? Et voilà comment m'est venue l'idée de m'installer au cabinet à Anguin-les-Bains. Donc, en fait, ce que je propose, c'est une thérapie alternative à la médecine traditionnelle. Ça se fait par le biais de soins énergétiques. Alors, ce soin, il permet de libérer tout ce qui est blessures physiques, intellectuelles, émotionnelles, relationnelles. Ça permet, en fait, par ce biais-là, en fait, je vous permets de mettre des mots sur des mots. Ce soin, il se passe dans le cabinet à Anguin-les-Bains, en présentiel ou à distanciel. Donc, mes clients, en fait, généralement, ceux qui viennent me voir, c'est ceux qui recherchent un bien-être et une meilleure santé. Alors, ce soin peut aussi aider à la cicatrisation, des brûlures. On nous appelle aussi coupeurs de feu. Généralement, on fait appel à nous dans les centres de radiothérapie. Les infirmières aussi connaissent très bien ce qu'on fait. Donc, c'est toujours un soin qui est en parallèle avec les soins traditionnels. Ensuite, tout ce qui est problème de verrues, des problèmes dermatologiques en général. Voilà. Très bien. Et donc, alors, je vais quand même témoigner ici de quelque chose. C'est que moi, tu m'as fait une séance, donc sur une séance d'essai en tant que cobaye pour un peu tester et pouvoir parler un peu de ce que tu fais, parce que c'est vrai que on connaît bien la sophrologie, l'hypnose, psychologie, etc. Mais énergéticienne, magnétisme, on connaît moins bien. Alors, c'est vrai que c'est très impressionnant parce que tu arrives. Donc, je précise que tu poses des questions, tu fais une anamnèse et puis après tu vas allonger la personne sur une table et puis après tu vas passer tes mains sur cette personne sans la toucher, d'accord? Sans la toucher, c'est très important. Et là, tu vas ressentir des énergies et pouvoir faire un diagnostic énergétique de la personne. Exactement. En fait, j'appose les mains sur la personne et en fait, la connexion se fait au niveau énergétique et ça permet ça me permet de ressentir les dysfonctionnements énergétiques dans le corps physique et dans les différents corps de la personne qui est en face de moi. Et ça me permet aussi à la fois d'expliquer à la personne les causes pour lesquelles en fait il y a ces douleurs physiques ou parce qu'il faut savoir en fait que je prends la personne dans sa globalité. Donc c'est soigner le corps et l'esprit et l'âme. Et l'idée c'est vraiment d'accompagner les gens à mieux se connaître et aussi à découvrir comment ils fonctionnent.
découvrir l'énergie intérieure qu'ils ont, qui est des fois bloquée, qui ne circule pas, et puis refaire circuler tout ça. Exactement. Et amener à une connaissance de soi et également une guérison intérieure, finalement. Complètement. En fait, le corps se soigne par lui-même, en fait. À partir du moment où les énergies refonctionnent correctement, il y a une accélération, en fait, des cellules qui font que la personne, en réalité, elle se soigne elle-même. C'est vraiment un travail en collaboration. Je ne peux pas travailler un sans l'autre. Et j'ai besoin vraiment que la personne soit avec moi et ait envie aussi d'être accompagnée. Bien entendu. Merci beaucoup, Amel, pour cette première introduction. Comme je disais tout à l'heure, Caroline, on va repasser vers toi tout à l'heure. Et maintenant, on va tout simplement demander à Laurent. Donc, Laurent, qui est notre nutritionniste et également... Bonjour Laurent. Nutritionniste. Voilà, diététicien. Alors, je te propose de te présenter et de nous dire un peu quelle est ta pratique aujourd'hui, depuis quand, enfin voilà. Oui, alors moi je me suis penché, diététicien c'est tout ce qui va toucher à l'alimentation pour avoir une meilleure alimentation. Donc on s'y intéresse tous. Moi j'ai commencé par moi-même avec des soucis de poids quand j'étais plus jeune. Ça a dévié pour optimiser ensuite des performances sportives. Ensuite naturellement en devenant papa, c'est aussi pour que toute ma famille reste en bonne santé et j'ai à cœur du coup de transmettre mon savoir en ce sens à tous mes patients. Parce qu'on peut avoir besoin d'un diététicien à tous les moments de la vie, que ce soit du nouveau-né jusqu'à la personne âgée. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire pour optimiser sa nutrition. Et donc, diététicien, voilà, c'est un professionnel de santé diplômé, reconnu par l'État. Il a plusieurs modes d'exercice, que ce soit en centre hospitalier, donc pour la préparation des régimes, l'organisation, la mise en pratique auprès du patient pour coller à sa pathologie. Et aussi, comme moi, là, en cabinet libéral, donc ça va être pour des simples rééquilibrages alimentaires, améliorer sa santé, pour vivre avec une pathologie nouvelle, ça, surtout le diabète. Ça peut être aussi une insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires. Et aussi pour l'arrivée du coup d'un bébé qui va chambouler les habitudes de vie d'une famille, pour optimiser ses performances sportives en vue de préparer une compétition. Voilà. Donc le diététicien est là, ça va être l'expert en nutrition. Donc, et voilà. Très bien, écoute, merci beaucoup Laurent pour cette introduction. On va en profiter pour continuer sur notre lancée et pour parler à Xavier. Alors Xavier, tu es également hypnothérapeute ou hypnologue, parce qu'on utilise les deux mots, hypnotiste même, ça existe aussi, mais en tout cas, tu utilises l'hypnose également en cabinet et ailleurs. Peux-tu nous dire, toi, comment tu pratiques cette hypnose, parce que chacun a son créneau, sa spécialité, et ce que tu fais exactement dans cette spécialité à toi? Bien, bonjour. Effectivement, je suis hypno, alors effectivement, quelque chose, on ne sait pas trop. et en plus, j'exerce une deuxième activité au cabinet qui va être celle de préparateur mental, essentiellement dirigée vers les sportifs, mais pas que. Et l'intérêt, c'est aussi peut-être de mêler les deux techniques. Alors, je suis arrivé, peut-être raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je suis arrivé à l'hypnose justement à travers le sport, puisque je suis aussi entraîneur d'athlétisme au club local, le FCVO, qui est le club qui est sur le territoire. Et je me suis longtemps demandé pourquoi, finalement, des athlètes qui étaient bien préparés physiquement, qui avaient tout ce qu'il faut, qui allaient sortir des bons temps, des bons chronos à l'entraînement, finalement, quand ils arrivaient en compétition, il n'y avait plus rien. Et puis, donc, je cheminais avec cette question. Et puis, j'ai croisé des gens qui faisaient de l'hypnose et je me suis dit, mais peut-être que c'est un moyen de travailler. Et puis, c'est l'époque où on a aussi commencé à parler de préparation mentale pour les sportifs. C'est quelque chose qui était un petit peu tabou à une époque. Et puis, on a commencé à en parler. Et puis, des grands sportifs, je crois que c'était Teddy Riner qui, le plus tôt, a commencé vraiment à dire que c'était quelque chose d'important pour lui. On commençait à vraiment utiliser ces méthodes-là. Donc, en parallèle de toutes ces réflexions, je me suis formé à l'hypnose et donc je vais aussi pratiquer en hypnose. Donc, l'hypnose, on pourra sans doute en reparler, à l'hypnose ericksonienne, et je la définirais comme un accompagnement.
comme on a un accompagnement au changement, un accompagnement au mieux-être en fait. Alors c'est très éloigné de l'image que beaucoup de gens ont malheureusement de l'hypnose, qui est l'hypnose de spectacle. On est très loin de ça. On est dans l'accompagnement des personnes. Je pense qu'on croit que chaque personne va avoir les ressources en lui pour résoudre son problème, pour surmonter un moment difficile. Et simplement, on va être là, nous, alors on va dire hypnologues, pour les aider à franchir ce pas, à faire ce changement, et puis à arriver à avoir un mieux-être. Et dans ce sens-là, effectivement, comme le disait Caroline, on rejoint beaucoup la sophrologie. C'est vrai, c'est ça. On est bien conscient que en fait tout part du mental et tout part du mindset, de ce que la personne va ressentir dans son humeur intérieure, dans sa météo intérieure, et également dans son esprit, dans son cerveau. Et peut-être qu'à deux personnes techniquement très très compétentes, la différence qu'il va faire entre une équipe et une autre, c'est son mental qui va avoir le millième de seconde qui va faire qu'elle va monter sur le podium en première place ou pas. On va revenir à tout ça et au centre également et aux autres thérapeutes après notre pause musicale. Je vous remercie. De retour dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Et nous sommes ici avec les thérapeutes du centre The Therapy and Coaching Center. Alors je voulais vous dire d'où est venue cette idée de faire ce centre. C'est tout simplement parce que on a des centres médicaux, on a des centres dentaires, on a des centres de kiné, et je me suis rendu compte dans ma pratique depuis plusieurs années qu'il manquait un centre de thérapie alternative, on appelle aussi de médecine douce ou de thérapie alternative à la médecine traditionnelle, les thérapies qui s'occupent du mental et des émotions, de l'esprit et des émotions plutôt que de la médecine traditionnelle. Il manquait ça. Donc j'en ai parlé beaucoup, j'en ai parlé au maire, j'en ai parlé à la ville d'Anguin, et finalement j'ai décidé de monter ce centre d'une manière tout à fait autonome pour pouvoir donner à la ville et à la région quelque part un endroit où on pourrait se joindre des thérapeutes. Ce que j'ai commencé et entamé en avril dernier, sans savoir vraiment qui allait venir, qui allait participer. Et finalement, c'est très très bien tombé. On a que des gens de qualité, des gens extraordinaires. Et donc, ça me fait très plaisir déjà de vous avoir ici. Vous êtes qu'une partie du centre, puisqu'il y a encore 5 autres ou peut-être 6 autres thérapeutes que on présentera et que je présenterai dans une autre émission avec eux, parce qu'ils n'ont pas pu venir. Et ça tombe très bien, puisqu'on a 5 sièges ici. Donc, ça tombait très bien. On va les présenter à la prochaine émission, en tout cas. Et toi, Chemi, alors tu nous parles de présentation, on t'a pas entendu. Est-ce que tu pourrais présenter un peu ta thérapie ? Oui, c'est vrai. Alors, merci, Amel, pour cette question. Moi, je suis hypnothérapeute et coach de vie, coach en entreprise. Comme Xavier l'a dit, l'hypnose, c'est un moyen, c'est un outil très puissant pour pouvoir amener la personne à des changements rapide, sans devoir attendre trop longtemps, contrairement à une psychothérapie classique qui va parler au conscient, et parler au conscient, ça va prendre beaucoup de temps pour le changer. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Tandis qu'en hypnose, on va un peu court-circuiter le conscient et parler directement à l'inconscient, qui est notre manière de fonctionner. On est programmé par notre inconscient. Donc quand on parle d'hypnose, on va pouvoir utiliser un outil qui permet de faire des changements, de débloquer des blocages et de pouvoir amener la personne à atteindre son objectif ou à résoudre son problème beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc typiquement, je garde des personnes assez peu dans un court laps de temps. Ça peut être 1, 2 séances ou 5 à 8 séances quand c'est pour le poids, par exemple, mais c'est une thérapie brève qui permet donc d'arriver à ses objectifs et à changer de manière très inconsciente. Finalement, les gens viennent et ils disent « mais j'ai fait ça, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas pourquoi j'ai changé, c'est peut-être pas dû à la séance, mais je comprends pas, j'ai changé quelque chose. » Et oui, c'est inconscient. Donc voilà un peu le système, les outils qu'on utilise.
en hypnose et également en coaching. Alors là, on va s'adresser au conscient, mais en lui faisant faire des exercices. Des exercices qui vont changer les mécanismes et les automatismes que la personne a. Voilà pour l'hypnose. Et maintenant, bon, merci Amel pour cette question. Et avec plaisir. Voilà. Et on va revenir à Caroline. Caroline, avec ta pratique dans la sophrologie, dans les différents champs d'application dont tu nous as parlé. Mais chacun à un moment, se dirige vers une certaine spécialisation. Et toi, tu as une spécialisation bien spécifique. On en a parlé plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous la présenter à présent ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, moi, je me suis spécialisée aux acouphènes et aux problèmes, tous les problèmes des troubles auditifs et vertiges, parce que j'ai été confrontée en fait à une maladie chronique qui est la maladie ménière. Ouais. Et un des symptômes de cette maladie est l'acouphène. Et donc, du coup, je fais partie des 15% de la population qui ont des acouphènes subjectifs et qui gèrent cet acouphène. Donc, j'ai été moi-même prise en charge par une équipe pluridisciplinaire avec un ORL, avec un audioprothésiste, avec une sophrologue qui m'a transmis, en fait, ce protocole de sophrologie qui fonctionne et qui nous laisse à penser qu'on a des résultats qui vont être de plus en plus encourageants sur les résultats des personnes qui, voilà, une méthode, en fait, c'est un protocole qui a été publié en mai 2020 et qui actionne, qui agit sur 4 dimensions, en fait, de la personne. On essaye simplement déjà de lui apprendre à se détendre toute seule. Ensuite, on travaille sur une deuxième dimension, c'est le fait de réguler ses émotions, puisqu'on sait très bien que l'acouphène est de plus en plus important lorsque on a un stress. Donc, il va falloir réguler ses émotions. Alors, peut-être, je vais te demander de définir un peu ce que c'est un acouphène, parce qu'on entend, les gens entendent ces mots-là, ou peut-être entendre plus que ça, d'ailleurs, dans le cadre de l'acouphène. Mais c'est quoi l'acouphène ? Pourquoi ça vient ? Alors, pourquoi ça vient, on ne sait pas. D'abord, c'est quoi ? C'est un bruit. Tu entends directement, soit d'une oreille, soit des 2 oreilles, soit dans la tête. Il n'y a aucun stimulus externe ou interne. C'est un bruit qui vient de nulle part. On ne sait pas, absolument pas. On pense qu'il peut y avoir un traumatisme dû à une exposition un peu trop forte à un bruit. On peut avoir ces sensations d'acouphène quand on sort d'un concert ou d'une fête. Les mariages sont absolument horribles dans le son. Les décibels sont à un niveau terrible. Exactement. Et il faut faire très attention à ça. Mais bon, ça serait une cause de l'acouphène, tu penses ? Alors, on parle ça peut être un problème émotionnel, ça peut être un traumatisme, un bruit, ça peut être plein de choses. On peut pas te dire exactement de quoi il s'agit, mais on sait qu'il y a un protocole, un processus d'habituation. C'est-à-dire que, en fait, on va travailler pour ranger ce bruit. Je te donne un exemple très simple. Tu habites à côté d'une gare et une personne que tu connais habite à côté d'une gare, tu vas la visiter et tu lui dis mais qu'est-ce qui t'a pris de prendre cet appartement à côté d'une gare ? Il y a des trains qui passent toutes les 2 minutes et la personne va te répondre mais j'entends rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle a rangé ce bruit. Et elle va entendre son bébé pleurer, mais elle va pas entendre les trains passer. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on range le bruit, eh bien, on n'entend plus cet acouphène. C'est ce qui m'arrive, moi. J'ai été prise en charge. Je n'ai plus ce problème d'acouphène. Il peut revenir, mais je sais comment faire pour le gérer. J'ai mes outils, j'ai ma boîte à outils et donc je travaille vraiment sur le fait de me détendre, de gérer mes émotions, de me défocaliser complètement de ce bruit-là en mettant en place des exercices et en devenant complètement autonome. Et c'est ça que moi je transmets à mes patients dans le cabinet du centre. Très bien. Et tu as parlé d'acouphènes subjectifs. Oui. Quels sont les différents types d'acouphènes qui existent ? Tu as des acouphènes qui peuvent être subjectifs et tu as des acouphènes qui peuvent être permanents, en fait, qui peuvent être tout le temps présents. Tout le temps. Et ça, c'est horrible comme sensation. C'est compliqué. Nous, on traite vraiment les acouphènes subjectifs qui peuvent être aussi permanents, mais qui sont quand même qui peuvent
ne pas être complètement... on peut avoir des moments où on entend plus cet acouphène. Et voilà. Donc après, c'est des autres pathologies, c'est les ORL qui vont diagnostiquer ce genre d'acouphène. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Par exemple, moi, j'ai des acouphènes, mais ils vont durer 5 minutes. J'entends un bruissement comme ça dans l'oreille ou un son un peu aigu. Des fois, souvent, avant d'aller me coucher, ça dure 5 minutes. Je dis, encore un acouphène qui arrive. Et puis, hop, il est parti. Et c'est fini. Toute la journée, j'ai plus rien. Et ça, c'est rien. C'est rien du tout. C'est absolument rien. C'est juste que ton ouïe est un peu plus développé à un moment. C'est tout, point final. Mais il n'y a pas de problème. C'est quand vraiment ça reste. Ils peuvent revenir, ils peuvent repartir. Quand ça reste vraiment et que tu entends ce bruit et en même temps, tu te focalises dessus, ça devient vraiment très angoissant. C'est obsessionnel aussi. Voilà, et il faut vraiment essayer justement. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec les psychologues spécialisés en TCC, parce qu'en fait, on cherche justement à enlever ce cercle vicieux pour arriver sur un cercle vertueux avec ce protocole. Parce que c'est vraiment le fait d'arriver à se défocaliser complètement de cet acouphène, c'est juste génial. Et franchement, moi, je vous dis franchement, le fait de pouvoir justement se défocaliser, le fait de pouvoir arriver à se détendre, le fait de pouvoir ranger ce bruit, eh bien, on arrive vraiment à des résultats. Et voilà, c'est pas une baguette magique, on n'arrive pas à ôter complètement l'acouphène, mais en tout cas, on le gère et on le gère très bien. Et moi, ce que je vois à la fin des accompagnements, c'est des personnes qui me disent merci, j'ai tout. Maintenant, je sais quoi faire avec cet acouphène. Et c'est ça le plus important, c'est de donner en fait des outils pour qu'eux, ils deviennent autonomes. Et c'est ce que j'aime dans la sophrologie, c'est le fait de pouvoir devenir autonome aussi. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup. Moi, je travaille beaucoup de concerts avec des psychologues, avec des hypnothérapeutes aussi, parce qu'en fait, on peut s'aider mutuellement à travailler sur des grosses séances et entre les séances. Et c'est très intéressant d'être en complémentarité, en transversal. Très bien, mais on va le faire. Avec plaisir. Ça y est, on est lancé là-dessus. En hypnose, on parle de dissociation, puisqu'on va dissocier. Tu l'as dit, toi, ranger. Donc, on se dissocie de ce bruit-là ou du problème que l'on a, en tout cas. Très bien. Écoute, on va revenir à nouveau sur d'autres questions. On va passer la parole à Amel, qui va nous parler aussi de sa spécialité, des cas spécifiques que tu traites, que tu gères, à part la généralité, comme tu nous l'as dit, des énergies. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des cas spécifiques dont tu peux nous parler? Alors concrètement, en fait, moi, ma spécialité, sachant que j'ai débuté beaucoup par le biais du bouche à oreille, ce sont les personnes qui ont eu des douleurs chroniques ou des blocages à différents endroits de leur vie et qui finalement ont essayé, on va dire, un peu tout et qui arrivent vraiment au bout des possibilités qu'on leur ait proposées et qui viennent finalement, par exemple, j'ai une personne qui est venue me voir, ça faisait 1 an et demi, qui avait des douleurs chroniques du côté gauche du corps, donc que ce soit la moitié du visage, le bras. Les médecins ne sont pas capables de lui expliquer pourquoi, mais on lui donne un traitement pour la soulager et malgré tout, elle n'arrive pas à se soulager. Et donc, elle vient me voir en me demandant concrètement de l'aider. Et l'idée, c'est de ne pas m'intéresser uniquement à la conséquence, c'est-à-dire la douleur, mais à aller en fait prendre la personne dans sa globalité et aller chercher au niveau émotionnel, intellectuel, vraiment dans les 4 corps en fait de la personne pour savoir concrètement pourquoi cette douleur est arrivée, pourquoi elle est installée et pourquoi elle dure et elle ne part pas malgré les traitements. Et finalement, en fait, quand si on prend la personne de façon imagée, c'est comme un oignon. Il y a plusieurs couches et il faut qu'on enlève les différentes couches pour atteindre vraiment la cause. Et on va dire au final, il y a des choses qui se passent pendant les séances. Il y a des blessures qui peuvent revenir même de l'enfance parce que en globalité, la plupart du temps, les personnes ont été dans un certain déni de ce qui a pu arriver dans le passé. Et il suffit en fait qu'un événement arrive traumatique qui vienne vraiment appuyer sur les blessures qui sont là depuis des années. Et moi, l'idée, c'est de vraiment accompagner ces personnes-là pour réduire la douleur
et de les aider aussi à faire en sorte que la douleur disparaisse vraiment, j'espère pour eux, pour toujours. Mais l'idée, c'est vraiment d'être un accompagnement et d'être une alternative au traitement qui est mis en place. Je ne dis jamais à un patient d'arrêter le traitement avec un médecin traditionnel. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne, de comprendre pourquoi elle en est là et finalement d'aller mieux. Très bien, alors j'ai une question pour toi, c'est enfin une remarque que je me fais en t'écoutant et également en ayant en ayant fait une séance avec toi, oui. C'est que un peu contrairement à ce que nous faisons classiquement, on travaille sur le mental, on travaille sur le conscient, l'inconscient, on travaille sur changer la disposition d'esprit de la personne. Toi, tu ne travailles pas du tout sur cette thème-là, sur ce domaine-là. Tu travailles vraiment avec l'énergie du corps, puisque tu vas passer tes mains sur différentes parties du corps sans toucher. Et tu vas remarquer, tu m'as dit à moi, voilà, il y a un problème avec la gorge. Est-ce qu'il y a un problème de... Mais oui, j'utilise beaucoup mes cordes vocales quand je parle et quand je fais de l'hypnose. Donc oui, j'ai un problème avec la gorge, mais je ne te l'avais pas dit avant. Et donc, tu vas ressentir des choses qui sont à l'intérieur, enfouies dans le corps, n'est-ce pas? Complètement. Et peut-être des émotions qui ont un rapport avec ça. Et c'est là que c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que nous, on ne touche pas. En général. C'est exactement ça. En fait, concrètement, le corps parle. C'est ça. Et quand j'appose ma main en fait, sur la personne, je ressens le dysfonctionnement et je suis capable même de connecter deux douleurs ensemble. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, j'avais ressenti la gorge et en même temps une partie du corps. Ne dis pas tout. Hein. Oui. Non, je rigole. Mais l'idée aussi, c'est de comprendre aussi pourquoi les différentes douleurs sont présentes. Et la personne, même si moi, je ne suis pas capable de lui expliquer, on va dire, en détail, le moment et pourquoi la personne a ces douleurs-là, le fait que je lui explique on va dire le parallèle entre les douleurs, la personne commence à comprendre par elle-même, en fait, pourquoi elle a ces douleurs-là. Et le fait de conscientiser, il y a aussi un peu une connexion entre l'inconscient et le conscient. Mais la personne commence à conscientiser pourquoi elle a eu ces douleurs-là, pourquoi il y a eu cet événement-là. Et ça lui permet, en fait, de se dire, ah oui. Et en fait, ça permet à la personne d'accepter l'événement. Ça peut être un deuil, ça peut être des choses qui ont été compliquées à accepter. Et puis finalement, à force de l'entendre et de l'accepter, c'est comme si ça permettait à la personne de vraiment lâcher prise. Et de guérir finalement de ce souci. Exactement. Très bien. Eh bien, avant de passer la parole à Laurent, on va prendre une petite pause musicale à nouveau et on revient tout de suite à notre émission. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec une partie de l'équipe de The TCC, donc le The Therapy and Coaching Center. Et la parole est maintenant à Laurent, notre diététicien nutritionniste. Alors, j'ai remarqué, et c'est important de faire un peu la précision pour nos auditeurs, pourquoi diététicien et nutritionniste, quelle est la différence? Parce qu'on entend beaucoup de termes. Et il y en a un troisième encore. Il y a plusieurs termes. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà les différences qui existent dans ces différents termes? Ça porte vraiment à confusion. Voilà, c'est ça. Le diététicien est par extension nutritionniste. En fait, nutritionniste, c'est un peu une casquette que tout le monde peut revêtir. C'est-à-dire, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de certificat reconnu, etc. Je l'ai abordé tout à l'heure, diététicien et diplômé, c'est reconnu par l'État. On a un cursus de 2 ans en milieu hospitalier, en restauration collective. Donc on est vraiment au contact des collectivités, des patients. On a à même de gérer toute l'alimentation avec un bagage scientifique, rationnel. Il existe aussi les médecins nutritionnistes qui, eux, sont médecins. La nutrition n'est pas une spécialité médicale, mais avec un parcours supplémentaire, une formation supplémentaire, ils peuvent se pencher sur l'alimentation aussi. Et il existe du coup un troisième cas où ça va être simplement les nutritionnistes ou coachs en nutrition, coachs en perte de poids. Eux, pour le coup, il n'y a pas de diplôme reconnu, ils ont leur formation à eux. Ça n'empêche que ça peut être de très bons thérapeutes.
mais ils ne seront pas à même de pouvoir gérer certaines pathologies, etc. Très bien pour ces décisions, merci beaucoup. Et justement, quelle pathologie, toi, tu peux gérer que un nutritionniste classique ne pourra pas gérer? Et quelle est ta spécialité à toi pourquoi les gens viennent te voir et ils ne vont pas voir quelqu'un d'autre? Déjà, un diététicien peut gérer absolument toutes les maladies. Donc c'est pour ça qu'on a 2 ans de formation médicale assez soutenue, et avec les stages en milieu hospitalier. Après, la grosse partie de notre patientèle en cabinet libéral, c'est un peu différent. Ça va être surtout avant tout de la perte de poids, donc de l'obésité et du surpoids. Moi, pour ma part, j'ai une spécialité aussi sur l'obésité et la nutrition de l'enfant et de l'adolescent. Parce que je trouve que c'est une période vraiment cruciale où l'organisme se construit, et une carence ou un manque à ce moment-là peut être dramatique et avoir des effets délétères tout au long de la vie. Donc il y a même parfois des carences auxquelles on ne prête pas attention. Je pense aux oméga 3, au fer, où là c'est un petit peu mon cœur de bataille. Si cela venait à manquer, ça passerait totalement inaperçu, mais l'enfant ne pourrait pas acquérir ses capacités intellectuelles maximum. Bon, bref. Et donc, après, ma spécialité, ça va être aussi, donc, surtout l'obésité. J'ai beaucoup de sportifs qui viennent me voir. Donc, et comme je suis un homme aussi, et là, c'est un petit peu rigolo, on n'est que 5% diététiciens hommes. Donc, j'ai beaucoup de populations d'hommes qui viennent me voir en me disant « Oui, merci d'exister ». Je ne sais pas pourquoi. Mes collègues femmes font très bien leur travail aussi, mais voilà, ils se sentent peut-être plus en confiance ou plus à l'aise avec moi, je dirais. Ben oui, mais après, ce sera une question d'appréciation personnelle, et c'est vrai que parfois, il y a des femmes qui vont préférer aller voir un gynécologue femme que homme, oui, et dans ton cas, peut-être que oui, des hommes sportifs vont dire, oui, lui, il est sportif, va me comprendre plus facilement. Bon, après, c'est une appréciation personnelle, bien entendu, tu l'as dit. Et est-ce que tu peux nous parler d'un cas, quel est le cas le plus difficile ou le plus pour toi impactant que tu as dû traiter? Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter là-dessus? Je dirais le plus impactant, ça va être surtout, je pense à une patiente âgée qui, pour le coup, c'est très rare, mais elle qui voulait gagner du poids, qui était vraiment en dénutrition, c'est-à-dire à un stade avec une sarcopénie, une perte de masse musculaire, et c'est un peu la spirale infernale qui fait que moins on a de masse musculaire, plus on va être fatigué, moins on aura faim, et plus on va encore perdre de masse musculaire, on va perdre en autonomie. Et passer 70 ans, c'est assez dramatique, la dégradation peut être très rapide. Et dans ces cas-là, oui, le diététicien va aider à sa petite échelle d'incorporer un petit peu plus de protéines, de calories, pour que son bien-être soit le meilleur possible, qu'elle puisse rester autonome le plus longtemps possible. Mais contrairement à un patient plus jeune, la motivation est aussi un petit peu en deçà, et ça fait toujours un peu mal au cœur de se voir. On s'imagine soi-même vieillir aussi. On fait la transposition avec ses parents qui peuvent être âgés, etc. Donc c'est pas des cas. C'est là que tu peux amener les orienter vers un hypnothérapeute qui va leur donner la motivation mentale pour aller vers. Diététicien, en fait, l'alimentation, c'est pas seulement du rationnel de compter les calories au nutriment près. C'est vraiment lié à notre bagage, notre passé, notre historique pondéral, notre environnement, nos relations sociales. L'alimentation, on mange tout le temps avec tout le monde. C'est avant tout, c'est un besoin physiologique. C'est aussi du partage avec les autres. C'est aussi du plaisir. Il faut jamais dissocier ça. Il faut aussi dédiaboliser son rapport avec la nourriture, même en cas de surpoids, d'obésité, où on va un petit peu être anxieux avant de passer à table. Et ça, c'est vraiment quelque chose à travailler. Et du coup, une consultation diététique initiale dure toujours 1 heure, parce qu'il faut vraiment faire le tour de la personne en entier, son environnement, son état émotionnel, le stress, son sommeil. Vraiment, c'est tout un état des lieux important, et l'alimentation fait partie de cette prise en charge. Donc on est vraiment dans le bien-être aussi qu'on a abordé tout au long de l'émission. Oui, tout à fait, tout à fait. Et combien de temps, quand tu prends quelqu'un, sur combien de séances tu l'accompagnes?
Alors, c'est toujours donc la consultation initiale d'1 heure. Et moi, puisqu'on est en 2023, je fais toujours un suivi numérique. Donc, c'est au quotidien. Donc, après, je suis assez proche des patients. On est beaucoup à travailler comme ça maintenant. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il y a c'est bien d'être à l'aise avec son diététicien parce que on peut être amené à échanger vraiment tous les jours sous forme de photos. C'est là où on pourra changer les choses durablement. Que le patient acquiert des automatismes, une réflexion personnelle qui l'amène à faire les bons choix, à gérer les quantités, etc. C'est comme ça qu'on fait les meilleurs résultats. Et après, tout dépend. Un sportif, par exemple, en général, une consultation suivie avec un petit suivi numérique de 15 jours, parce que en général, ce sont des vraies machines de guerre. Ils ont vraiment la motivation, ils préparent la compétition pour le jour J, etc. Et ils vont suivre les recommandations au gramme près. Parfois, c'est un petit peu plus long parce que, surtout dans la perte de poids ou la prise de poids à l'inverse, là, ça va être des automatismes à prendre vraiment durablement pour contrer les effets yo-yo, ne pas perdre trop vite, rester motivé et subvenir à tous ses besoins physiologiques. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Et puisque tu parlais de sportifs, on va directement enchaîner sur Xavier avec la motivation des sportifs qui... pourquoi ils viennent justement? Est-ce que c'est aussi pour perdre du poids ou pour gagner en compétition, gagner en compétences sportives, Xavier? Alors pour perdre du poids, non, parce que évidemment je les adresserai immédiatement à mon collègue. Donc. Voilà. Alors, on va en fait, si la préparation mentale, on va pouvoir, il y a deux grands axes en fait. On va pouvoir voir deux grands axes. Il va y avoir un premier axe qui est très technique, puisqu'en fait, on va partir de base de dire que le cerveau, il sait pas vraiment s'il a vraiment réalisé un acte, si le corps a réalisé l'acte ou si il l'a imaginé. Donc ça, c'est très très pratique parce qu'on va pouvoir d'une part, par exemple, faire travailler techniquement un athlète simplement dans son imaginaire. Donc on va pouvoir améliorer un geste technique, voir, et ça se développe de plus en plus auprès des athlètes qui sont blessés, continuer en imagination à pratiquer les gestes techniques pendant une blessure alors qu'on ne peut pas physiquement le faire. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. On a l'exemple assez connu d'un lanceur de javelot qui a continué, qui ne pouvait plus du tout lancer, qui a continué régulièrement, presque journellement, à pratiquer des exercices techniques au niveau de la visualisation et qui, lorsqu'il a repris, avait quasiment pas perdu, ce qui est très 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 rare. Donc ça, c'est un premier axe. Et puis dans le deuxième axe, on va travailler sur le mental du sportif, donc tout ce qu'on peut imaginer, la gestion du stress, la concentration, etc. Donc, et puis évidemment la motivation, parce que je suis sûr que même, alors c'est vrai chez l'athlète de haut niveau, c'est vrai chez tout le monde aussi, hein, je suis sûr que parmi les auditeurs, il y en a, c'est la période des résolutions, il y en a qui ont décidé de faire tous les dimanches matins 3 fois le tour du lac et qui n'y arrivent pas. Donc peut-être qu'on peut les aider à ce moment-là à trouver pourquoi et à trouver une motivation, à savoir quelles sont vraiment leurs motivations, à creuser et puis à les aider à aller dans ce sens-là. Alors tout ça, tous ces protocoles de préparation mentale, on peut les faire directement avec le conscient, mais comme le disait Shlomi tout à l'heure, à partir du moment où on va rajouter de l'hypnose, on va être beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide en fait. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler d'un cas particulier où tu as eu une réussite impressionnante? Alors, réussite impressionnante. Oui, par exemple, quelqu'un qui perdait toujours en compétition et qui soudainement est venu te voir et qui a gagné médaille d'or. Médaille d'or, alors ça dépend à quel niveau. Hein. Oui, ça peut être non, mais c'est un exemple. Non, mais effectivement, là, par exemple, cette semaine, j'ai reçu un athlète qui, sur sa précédente course, à un moment tactique, avait pas pris la bonne décision. Donc, on a vraiment travaillé en visualisation pour laisser, alors là, on était sous hypnose, pour laisser vraiment tomber la partie, la course qu'il avait faite, la revoir et puis se dire qu'il y avait des bonnes choses, mais qu'il y avait des choses à abandonner. Puis on a recréé mentalement la course qu'il aurait aimé faire, et ça va lui permettre de travailler comme ça. Et sur les aspects motivation, stress, etc. Alors il y a déjà un premier truc, c'est bizarre, hein, mais simplement le fait d'aider les athlètes à l'exprimer. J'ai reçu une athlète qui m'a dit à la fin,
pour la première fois, j'ai parlé de ça. Et puis, il y a eu des bonnes questions. J'avais un professeur qui disait que tout problème bien posé est à moitié résolu. Mais on les aide aussi beaucoup là-dessus. C'est-à-dire à mettre des mots sur leurs difficultés. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir travailler. Et puis, travailler avec des choses alors qui vont être aussi proches du yoga, de la sophrologie, sur de la respiration, sur des choses comme ça. Et sur savoir se dire au bon moment, se donner le petit coup ou faire la bonne action qui va permettre, par exemple, de vaincre. Alors, on parle aussi souvent la peur de gagner ou des choses comme ça, en fait. C'est ça. Et un exemple de motivation, par exemple, quelqu'un qui est démotivé, est-ce que tu peux nous dire quel outil, comment tu motives quelqu'un? Alors, comment on motive quelqu'un? On va, dans un premier temps, chercher la cause de la démotivation. Il y a plein de choses, en fait. Ça peut être la notion d'être mal entouré. Ça peut être ne plus avoir de notion de plaisir, parce que c'est ça. Dans le sport, c'est tellement difficile. Il faut une telle abnégation pour s'entraîner régulièrement que s'il n'y a pas un moment du plaisir, si on ne trouve pas ce plaisir-là, ça va être très très compliqué. Donc, dans un premier temps, on va rechercher la cause, et puis après, on va mettre en place soit des routines, soit simplement des décisions, où là, j'ai l'exemple d'athlètes qui avaient des difficultés simplement parce qu'il y avait un manque de communication avec leur entraîneur, et toutes les séances ont permis de le mettre en évidence, parce que c'est pas évident de l'analyser, et puis une fois que c'est mis en évidence, d'aller faire de repartir, et puis de créer une dynamique où, là, dans ce cas-là, l'athlète avait vraiment besoin d'être plus acteur de sa préparation pour s'impliquer. Et la démotivation venait du fait qu'il avait l'impression d'être simplement manipulé, de choses comme ça. D'être le spectateur de son propre jeu, en fait. Tout à fait. Donc, simplement, mais je te dis, simplement le fait de bien analyser, de bien poser les questions, des fois, ça résout beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup, Xavier, pour ce témoignage. Il nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'émission. Je vais juste demander à Caroline parce que le problème des acouphènes le tient très à cœur, et c'est vrai que c'est un problème un peu invisible comme ça, qui est caché, je dirais pas la face cachée, mais l'ouïe cachée des choses. Et il y a un pôle acouphène, c'est ça dont tu voulais me parler? Ouais, c'est exactement ça, Shlomi. En fait, je fais partie d'un pôle qui s'appelle le pôle acouphène, et en fait, on est sur la France très 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 nombreux en fait à être spécialisés sur ces troubles auditifs et de vertige. Et si vous voulez, on travaille en collégialité avec des médecins ORL, des audioprothésistes, des kinés, des ostéos. Et donc en fait, c'est bien pour les personnes qui ont ce genre de problème qu'elles puissent voir sur cet annuaire, en fait, dans toute la France, les personnes qui peuvent les aider, en fait, dans ce parcours de cette maladie invisible, comme tu dis, qui est chronique et qui est très invalidante et qu'on ne voit absolument pas. Et on perd vraiment nos repères, et on a besoin d'être aidé quand on a ce genre de problème. Merci beaucoup, Caroline, pour cette information. Et je rappelle que de toutes les façons, les personnes les auditeurs qui voudraient nous contacter peuvent le faire via le biais de la radio ou bien sur ma chaîne YouTube. Cette émission sera également retransmise, et vous pourrez nous contacter là-dessus. En ce qui me concerne, j'aimerais raconter une ou deux, peut-être une anecdote concernant des choses qui arrivent typiquement en hypnose, et dont les gens n'ont pas toujours conscience. C'est le fait que j'ai eu une dame qui est venue parce qu'elle avait ce qui s'appelle le syndrome de la bouche brûlante. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la glossodie. Je ne connaissais pas. Donc c'est comme quand on a un café ou un thé chaud dans la bouche tout le temps. Et donc j'ai cherché sur Google, parce que je ne connaissais pas, et c'est un phénomène qui touche les femmes de à peu près 70 ans, un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'elles ont eu un problème avec leur mère pendant leur enfance. Et donc j'ai posé la question à cette femme, est-ce qu'elle avait eu un problème avec sa mère ? Elle m'a dit oui, ma mère m'a prostituée, ma mère a abusé de moi, etc. Et quand elle est décédée, j'ai dansé sur sa tombe. J'étais tellement contente qu'elle soit morte. Et donc elle en voulait beaucoup à sa mère, encore à l'âge de 70 ans. Et d'où est sorti ce phénomène de bouche brûlante.
Et pourquoi la bouche? Pourquoi peut-être la tétée, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se rapporte peut-être à ça. Et finalement, en travaillant en hypnose là-dessus, c'était fini. C'est-à-dire que le symptôme a disparu, l'envie de vengeance avait disparu et c'était devenu totalement neutre, sa façon d'être avec sa femme, sa mère. Et donc, voilà, je voulais raconter un peu cette anecdote pour dire il y a beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte, mais qui sont dans l'inconscient des personnes. Et donc, allez voir des gens pour débloquer des blocages et pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie d'être là, de tous et toutes. Donc, Caroline, Xavier, merci. Amel et Laurent, également Francky à la technique. Merci beaucoup. À IDFM Radio. Et à une prochaine fois pour cette émission-là. Et à très bientôt. Merci beaucoup.